Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, un best-of spécial design avec une institution à découvrir. En plus de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, l'UNESCO regorge de trésors architecturaux. Thierry Lemaire a du flair, le designer qui adapte les lignes intemporelles nous a reçus chez lui pour une rencontre hautement design. Des motifs floraux, des courbes naturelles, du bois et de l'or, ce sont bien là les signes de l'art nouveau. On le découvre à travers 3 adresses. Tout en douceur, Viviane Sagnier donne vie comme un nuage au feutre de laine, un savoir-faire envoûtant qui joue avec les volumes. Gilles Martineau fait la part belle aux matériaux bruts en créant Panam Workshop. Il propose d'un côté ses services auprès de particuliers et d'entreprises pour la réalisation de projets en béton, mais organise surtout des ateliers pour vous et nous, afin d'apprendre soi-même à créer des objets sympas en béton évidemment. Une belle idée qui détonne. Miss Dorn, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son apparence sûrement. C'est une des pièces emblématiques du designer qu'on ne présente plus, Philippe Starck. Sortie dans les années 80 avec sa forme de V et son assise qui semble flotter dans les airs, elle rend hommage à la science-fiction, univers qui inspira et inspire encore le créateur français. Avis aux amateurs d'intérieurs branchés dans Mobilier Design en moins d'1 heure, on vous apprend à construire vous-même des objets aux allures de pièces de créateurs renommés. Pas besoin d'être un as du bricolage, ici on vous détaille la marche à suivre pas à pas et les outils nécessaires. De quoi être fier de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Le presse-papier, c'est l'histoire de passionnés qui décident de remettre au goût du jour le papier peint et surtout de le faire fabriquer en France dans la région lyonnaise. Des collections travaillées à la gouache ou au crayon qui revisitent des motifs du XVIIIe au XXe siècle, s'inspirant du jazz, d'architecture ou d'artistes comme Matisse. Allez, c'est l'heure de tapisser. Sur les sièges de l'UNESCO, sans discuter les grands sujets du monde. Visite en coulisses pour découvrir ce monument parisien incontournable. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le siège de l'UNESCO, une zone extraterritoriale. Il suffit de mettre le pied dans le bâtiment parisien et vous devenez un citoyen universel. Mais avant de découvrir les richesses de ce lieu emblématique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, petit détour dans le bureau du sous-directeur à la culture. Première leçon, l'UNESCO est l'agence de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'agence spécialisée en éducation, culture, sciences et communication et information. Donc c'est une agence qui se spécialise dans ces 4 domaines pour maintenir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est donc dans ce bâtiment que les 193 États membres se réunissent depuis 1958. Et c'est avec Julie que nous allons arpenter les couloirs de ce lieu qui appartient au monde. Dès le départ de la construction, l'UNESCO reçoit une aide incroyable de plusieurs États membres qui veulent vraiment participer, qui veulent s'inscrire dans l'ADN de l'UNESCO. Donc on a par exemple ce très beau sol de quartzite de Norvège. On a également les châssis des fenêtres qui proviennent de Belgique. On a notamment la présence de la Suède aussi, qui va organiser toute l'architecture intérieure et le design de la très belle salle de bibliothèque. Effectivement, tout le monde a mis la main à la pâte. À l'époque, les 3 architectes de l'UNESCO ont sélectionné 11 artistes pour créer des œuvres pour la paix. Depuis, beaucoup d'autres se sont rajoutés à la collection. Tenez-vous bien, il y en a un peu plus de 700 aujourd'hui. Parmi elles, L'homme qui marche, une sculpture de Giacometti. On voit ici un homme qui, certes, a souffert d'un siècle entier de guerre, mais qui n'a pas été entièrement détruit et qui a cette force incroyable de continuer d'aller de l'avant et de construire effectivement l'avenir et de construire l'espoir, d'aller vers l'espoir. Et finalement, nous sommes dans le bâtiment qui construit la paix. Après la visite du hall, Julie nous emmène dehors. Vous allez voir, on va faire pas mal d'allers-retours dans ce labyrinthe. C'est un endroit très symbolique parce que c'est l'entrée officielle qui imite la coiffe des religieuses d'autrefois qu'on appelait la cornette. Et c'est encore le nom qu'on donne d'ailleurs à cette entrée officielle. Donc il faut imaginer un chef d'État, un responsable de gouvernement, un ministre lors des visites officielles. Ils sont effectivement accueillis ici sous la cornette par la directrice générale.
Dis donc, si on avait su, on se serait mis sur notre 31. Mais heureusement, il n'y a pas d'invité aujourd'hui, vous allez comprendre. On aperçoit les mâts des drapeaux des États membres. Les drapeaux sont hissés seulement pendant la présence réelle et effective des États membres ici à l'UNESCO. Allez, c'est le moment de retourner au show. Direction la célèbre salle 1. Attention, ici on chuchote. C'est la salle de la conférence générale et c'est vrai que c'est une salle très officielle où il faut imaginer les 193 États membres se réunir ici pour la conférence générale. C'est ici que toutes les décisions qui concernent la culture, l'éducation, les sciences, la communication et l'information pour le monde entier vont se décider. Quand on sait que Nelson Mandela est passé par ici, ça fait quelque chose quand même. Mais Julie à la bougeotte, on retourne dehors, c'est l'heure du temps calme, l'espace de méditation réalisé par l'artiste Tadao Ando. Le message est fort parce qu'il le réalise avec ce béton brut et en plus il va monter cet édifice et cette construction sur des blocs de granit qui proviennent d'Hiroshima. Et c'est très important pour lui de montrer aussi ce geste de paix. Certes, on peut avoir cette souffrance dans nos racines, dans notre histoire, dans la Genèse, et il peut y avoir quand même en nous cette force de se relever. À l'intérieur, il y a 4 sièges à la réputation un peu rude. Mais rien d'anormal, l'artiste voulait rappeler que la méditation n'est pas un moment pour dormir. D'ailleurs, on se réveille, la visite continue. On longe le jardin japonais réalisé par le sculpteur Isamu Noguchi. Pour finir la balade, on découvre le mur du square de la Tolérance par Dani Kavaran. Il écrit avec 10 langues la phrase du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui est « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Et sur la première ligne du mur, il fait véritablement intentionnellement ce vœu de prière pour la paix au Moyen-Orient, puisqu'il écrit sur la même ligne, ensemble, la phrase en hébreu et en arabe. Et c'est ici qu'on vous laisse méditer sur toutes les valeurs que l'UNESCO s'efforce de préserver. Notre invité du jour, Thierry Lemaire, est designer des intérieurs à travers le monde en passant par le salon AD. Il n'est jamais bien loin. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais pour les décorateurs, c'est une toute autre histoire. Notamment pour Thierry Lemaire, qui habille et sublime les intérieurs depuis une vingtaine d'années. Un appartement haussmannien comme une maison de plage grand luxe, une villa suisse ou marocaine, chaque habitat l'inspire. Et son chez-lui germano-pratin ne fait pas exception. C'est un espace que j'ai aménagé pour me faire plaisir à moi, donc là j'ai pas de clients. Je ne pourrais pas vivre dans un espace qui ne me correspond pas, au niveau de mes idées, de mon métier, de ma formation et de mes goûts. De par mon métier, je suis sensible à ce genre de considération. Trop même. Ici, la plupart des meubles sont signés par lui-même. Il a par exemple dessiné cette table basse, cette lampe, ces fauteuils, ce guéridon. Un espace qui lui ressemble, investi il y a peu, et plutôt pratique, car il est situé à quelques pas seulement de son lieu de travail. L'occasion de passer chaque jour devant sa rue parisienne préférée. Je trouve que les dimensions sont juste belles. Je la trouve très humaine, cette rue. Très humaine, bon, peut-être très parisienne, mais voilà, donc c'est largeur-hauteur. Je trouve qu'on a des bonnes proportions, très bonnes proportions. Une petite source d'inspiration du quotidien pour ce créateur dont le style n'est plus vraiment à présenter. En témoigne cette galerie ouverte en 2017 dans le carré des Antiquaires. Des meubles structuraux qui font la part belle aux matériaux et au savoir-faire français et un goût prononcé pour l'intemporalité. Tout, c'est faire des choses qui auraient pu être faites il y a 10, 15, 20 ans, comme qui pourraient être faites dans 20 ans. Donc qui ne soient pas typées d'une mode particulière ou d'un timing très spécial. Donc voilà, c'est un mélange de plusieurs styles, de plusieurs empreintes que je garde en moi. Dans cette galerie, les pièces sont pour la plupart des déclinaisons de création réalisées pour des aménagements d'intérieur. Une manière de démocratiser, toujours dans le luxe et la petite série, ces productions qui naissent ici derrière l'espace d'exposition. On est en train de travailler sur un projet à Beyrouth, sur des plans d'un architecte. Donc on a quelques petites modifications à faire. Pas beaucoup de modifications parce que généralement on respecte le travail des gens qui ont travaillé avant nous. On a des poutres plafonds qui vont ressortir sur la façade, ce qu'a demandé l'architecte. On voulait peut-être les affiner un petit peu, faire une chose d'une manière très légèrement différente, pour plus jouer avec nos matériaux. Les matériaux, parlons-en. Dans ce bureau, Thierry dispose d'une partie de sa matériothèque,
Une sélection de bois, métaux, minéraux qu'il utilise le plus ces temps-ci et une bonne illustration de sa manière de travailler. Un répertoire d'artisans avec lesquels il crée en étroite collaboration des univers pour répondre à toutes les envies de ses clients. Déjà, on a des ambiances de matériaux qu'on va proposer très rapidement aux clients. Si c'est dans une montagne, si c'est au bord de la mer, si c'est à Paris ou à l'étranger, on lui propose un panel de matériaux, bois, tissu, cuir, matériaux, marbre, pour avancer un petit peu plus précisément sur sa demande et sur ce que nous, on lui propose. Voilà, donc ça part un petit peu de ça, on l'écoute et puis après on lui propose quelque chose de plus précis. Ici, Thierry ne travaille pas seul, mais avec 3 collaboratrices pour gérer de front projets de décoration et création de mobilier. Et les meubles sont quoi alors? C'est une chaîne massif ou un plaquage finalement? Et avec des finitions. Marine Aulagnier est l'une d'elles. Designer et décoratrice d'intérieur, ce n'est pas pour rien qu'elle a rejoint l'équipe. On va dessiner des plinthes, on va dessiner des moulures. En fait, on est vraiment très libre créativement parlant. Donc c'est vraiment pousser notre métier à la pointe du détail et c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Côté liberté créative, Thierry a depuis quelques temps un terrain de jeu plutôt prestigieux. Le salon AD Intérieur qui sélectionne chaque année une dizaine des meilleurs décorateurs pour mettre en scène une pièce à vivre à l'aide de leur création, sur mesure bien sûr. Un exercice de style unique et une vitrine non négligeable dans ce milieu. Ça nous permet de nous exprimer sans avoir vraiment de clients. C'est-à-dire qu'on est libre de faire, avec un tout petit contrôle mais très léger, de faire ce qu'on a envie de montrer, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc c'est à la fois un exercice de collaboration et de travail très personnel et très intense. Là, c'est quelque chose d'assez parfait comme événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres événements comme ça dans le monde. Ça n'existe pas de ce niveau-là. Dans cet écrin se reflète le style de ce décorateur, entre architecture et design, et hors du temps. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous êtes architecte de formation, mais le design et la déco sont venus un peu en cours de route, naturellement. Je suis toujours d'ailleurs architecte à l'ordre des architectes. Mais dans les années 90, avec la crise économique, il a fallu se recycler. Et je suis rentré dans les appartements et en fait, j'y suis resté. Voilà, je fais un petit peu de A à Z, de l'architecture jusqu'au tableau ou la petite cuillère. Donc c'est ce qu'on appelait un ensemblier dans les années 50. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Dans les années 30, c'était des ensembliers, les gens qui faisaient tout. C'est toujours intéressant d'avoir un œil sur l'ensemble du projet. En fin de compte, votre travail, il y a une recherche constante entre quelque chose d'intemporel, forcément, et quelque chose d'original. On nous demande l'originalité et la perfection. Enfin, Oui. je ne sais pas si la perfection existe, mais on nous demande quelque chose de très étudié. Et d'original, bien sûr, chacun a son style. Et après, ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est l'intemporalité. Je pense que pour réussir une décoration ou une architecture d'intérieur, une architecture, il faut quelque chose qui ne soit pas marqué d'une certaine période, d'une certaine décennie. Vos inspirations sont, bien sûr, Jean Prouvé, Jean-Michel Franck, mais aussi une bonne partie des années 70. Moi, je pars du principe qu'il y a des très bonnes choses à toutes les périodes, que ce soit haute époque. J'adore le 18e, j'adore le directoire, j'aime beaucoup de choses comme ça. Donc on a tous des références. Et 70, non, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça sympa. Je trouvais qu'il y avait un côté ludique, côté très esthétique et assez perfectionniste quand même, parce qu'il y avait des très très bons artisans aussi à l'époque et des décorateurs qui étaient juste géniaux. Et j'aime beaucoup tout ce qui va avant, depuis 2-3 siècles. J'ai aucun problème avec ça, bien au contraire. Vous êtes connu à l'international, puisque vous travaillez beaucoup en France, mais aussi beaucoup dans le monde entier. Qu'est-ce que vos clients cherchent chez vous ? Les décorateurs, architectes d'intérieur français sont très bien vus parce qu'il y a la culture française. Voilà, donc on a toujours ces artisans qui travaillent avec nous et cette touche à la française qui plaît énormément dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'on est très demandé et qu'on nous propose des très beaux chantiers un petit peu partout. Alors parlons-en des artisans, puisque vous travaillez étroitement avec eux, et je pense que sans eux, votre métier sera certainement pas le même. Comment se passe une collaboration ? Est-ce que c'est un réel dialogue qui s'installe entre vous ? C'est le cabinet qui est à l'origine, parce que la demande, c'est nous qui la créons. Mais après, c'est une collaboration. C'est vrai que c'est une discussion sur les matériaux, les nouveaux matériaux que peut nous fournir, qu'a trouvé par exemple un bronzier sur des nouvelles couleurs. Généralement, on a une forme dans la tête, nous, donc on dessine une forme, et après, on a des relations privilégiées avec quelques artisans comme ça. J'aimerais revenir sur un projet que vous avez fait pour AD Intérieur, une installation, le cabinet d'un esthète,
où l'image c'était un peu post-catastrophe, Ouais. où dans un bunker on pourrait ressembler la quintessence du mobilier pour vivre avec. On avait un cube en béton, on était, je crois, une douzaine de décorateurs. Et j'ai créé un papier peint béton intérieur, parce que l'intérieur était simplement en plâtre, pour garder cette boîte, cette enceinte un petit peu brute de décoffrage. Et le but, c'était d'appliquer à l'intérieur, de venir avec les objets qui comptent pour moi, de toutes les époques, et que j'aurais aimé avoir si, par malheur, il y avait une catastrophe un jour et je devais rester un certain temps dans un bunker. Donc il y avait du 16e, il y avait du 2e siècle après Jésus-Christ, des objets romains, mais il y avait aussi des choses très contemporaines. Et voilà, c'était vraiment un mélange de beaucoup d'ambiance. Enfin, c'était vraiment le mélange des styles qui me paraissait très intéressant pour toucher à cette intemporalité dont on parlait tout à l'heure. Dans chaque installation que vous créez, dans chaque œuvre que vous faites, dans chaque intérieur, il y a quelque chose d'imparfait. Est-ce que c'est la pointe d'humour? Est-ce que c'est... Il faut toujours quelque chose d'imparfait pour voir ce qui est parfait à côté. Ben, j'aime bien le décalage. Si tout est quadrillé, je trouve ça un petit peu... pas ennuyeux, c'est pas le mot, mais moi j'aime bien la petite pointe d'humour, justement, avec le décalage, mais le décalage qui paraît logique à la fin. On ne se dit pas, tiens, pourquoi ça c'est là, ça ne va pas avec le reste. Juste ce petit décalage fait que l'ensemble est peut-être un petit peu plus original et me ressemble plus. Vous vous considérez comme un artiste ou un artisan? Bon, je n'ai pas la prétention d'être un artiste. Non, plutôt un artisan, je pense, oui. Je pense que je suis créateur. Artiste, je ne sais pas, artiste c'est un petit peu prétentieux, mais créateur, oui, sûrement. Merci Thierry. Mais je vous en prie. Dans l'art nouveau, tout réside dans l'esthétique des courbes. Au fil d'adresses parisiennes, nous en découvrons un peu plus sur ce courant, ses repérages. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour découvrir Paris version Belle Époque. Notre balade débute rue Royale. Au début du XXe siècle, le Maxims a vu défiler toute l'élite mondaine parisienne venue dîner et s'encanailler dans ce décor qui n'a pas changé. Et au-dessus du restaurant, on vous emmène admirer l'étonnante collection du musée. Mais l'Art Nouveau, c'est quoi exactement ? L'Art Nouveau est une période très courte, entre 1890 et 1905, 1910, si on l'étire un petit peu. On voit apparaître une toute nouvelle créativité basée sur deux choses essentielles, la passion pour la nature et les fleurs d'un côté et l'extraordinaire mise en valeur de l'image de la femme. La collection de ce musée est présentée comme l'appartement d'une élégante parisienne dont voici la chambre, un ensemble unique présenté lors de l'exposition universelle. Cette collection a été acquise et chinée depuis 50 ans par le couturier Pierre Cardin, l'un des pères de la mode futuriste. C'est certainement une des époques les plus extraordinairement créatives qu'on ait pu trouver, où on va réinventer non seulement l'architecture, le décor, le design, les objets, etc. Et c'est ça qui l'a passionné. Et parmi les pièces iconiques présentes, des lampes au verre teinté de l'américain Tiffany, du mobilier attribué à l'artiste espagnol Gaudí ou encore ce sublime ensemble de brosses ayant appartenu à une célèbre actrice. Vous avez un nécessaire de coiffure en argent, composé de plusieurs brosses, avec un très riche et beau décor d'églantine, donc de roses anciennes. Et vous avez ici la brosse pour les vêtements, voyez, comme ça. Et tout ça a appartenu à Sarah Bernard. Et à Paris, il suffit souvent de lever le nez pour admirer des joyaux architecturaux, comme ici, avenue Rapp, dans le 7e arrondissement. Cet immeuble exubérant et atypique est composé de céramique, de bois massif sculpté et de fer. Il a été conçu par Jules Lavirotte. À quelques kilomètres, dans le 16e arrondissement, voici le Castel Béranger. Balcon orné, mélange de matériaux et portail asymétriques, on retrouve les caractéristiques principales du courant. C'est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecte et décorateur d'intérieur Hector Guimard. Figure emblématique de l'Art Nouveau, son style est imprimé un peu partout dans la capitale. C'est lui qui réalise notamment les édicules et les ornements des stations de métro. Allez justement, prenons-le, direction le 10e arrondissement.
Issus du Second Empire, les bouillons connaissent un si grand succès populaire qu'au début du XXe siècle, on compte une centaine d'établissements de ce type dans la capitale. Le Bouillon Julien ouvre en 1906. Édouard Fournier, donc, qui est l'architecte du restaurant et aussi de l'immeuble, il décidera de travailler avec Louis Trézel, qui est un artiste et même un maître peintre verrier, qui lui-même va s'inspirer des œuvres d'Alphonse Mucha, le célèbre peintre tchèque, pour pouvoir faire ces 4 panneaux à l'effigie de Sarah Bernard. Autre pièce classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, cet imposant comptoir. Le bar est signé donc de l'ébéniste Louis Majorel, qui lui est issu de l'école de Nancy, donc l'école Art Nouveau de Nancy. Et on retrouve donc ce bar en acajou de Cuba, avec un comptoir en étain d'époque, qui est là depuis à peu près de 120 ans, quoi. Une atmosphère hors du temps qui a su séduire des générations. Une forte personnalité, c'était Édith Piaf, qui venait régulièrement ici dîner. Alors elle venait ici dîner en attendant Marcel Cerdan, qui boxait juste sur une des salles qui était aux alentours ici du faubourg Saint-Denis. Et donc elle dînait à cette table-là, qui est la table 24. Pas besoin donc de machine à remonter le temps pour traverser les époques, il suffit d'ouvrir les yeux. Loin du feutre industriel, le feutre de laine s'impose comme un véritable savoir-faire. C'est Viviane Sagnier qui en connaît le secret. Le feutre est un textile non tissé fabriqué depuis la nuit des temps. Il serait même le premier textile laineux utilisé par les hommes qui reproduisaient les dreadlocks qui se forment naturellement sur le dos des moutons. À ne pas confondre avec la feutrine, souvent synthétique, le feutre est une matière noble et naturelle utilisée dans la confection de chapeaux ou de chausses dans les pays froids. Et en mécanique, oui, pour filtrer la poussière. Inscrit sur la liste des métiers d'art depuis 2016, le métier de feutrier est revisité par une jeune artiste. Viviane Sagnier joue, rêve et anime la laine qui prend vie sous ses mains. Cette matière, c'est donc de la laine, d'une douceur et d'une légèreté absolue. Et il se trouve que moi j'utilise de la laine mérinos. Le mérinos est une race de mouton réputée pour la finesse de sa laine. Celle que reçoit Viviane a été cardée sous forme de nappe ou de ruban. Tondue sur le torse du mouton, cette laine épargnait des intempéries et d'une surprenante douceur. C'est tellement merveilleux. Et c'est un grand nuage en fait. Dans un premier temps, Viviane dépose des pétales de laine sur la table, empilant les couches perpendiculaires les unes aux autres. On va utiliser des fibres qui vont s'agglutiner de manière assez empirique, quoique de la manière la plus structurée possible dans les métiers d'art, mais en tout cas, c'est ni un tissage ni une maille. Feutrière, mais aussi artiste plasticienne textile, Viviane avance en équilibre sur la mince frontière entre art et artisanat. Grâce au feutre, elle parvient à transposer ses émotions sous la forme d'un volume fait de fibres de laine. Cette espèce d'alchimie qui se passe à l'intérieur de moi, c'est un mélange de matières et c'est surtout un mélange de textures qui vont venir sous la main, qui vont venir grandir et se rétrécir, des espèces de petites bulles qui vont se mettre soudain à vivre quand je ressens une émotion. Donc je viens ajouter des graines de coton qui en fait ont un aspect assez proche de la laine finalement quand on regarde, même si c'est pas du tout les mêmes structures chimiques. Et je viens également ajouter ce qu'on appelle des wool naps, qui sont des petits résidus de feutrage qui viennent très légèrement animer la surface du feutre. Lors du feutrage, les grains de coton et les wool naps seront emportés dans la danse des fibres peu à peu figées au cœur de la laine. Je travaille de manière assez empirique et intuitive, puisque en fait, je me laisse guider par les émotions que je ressens pour ensuite venir déposer ces matières là où j'ai envie de les déposer sur l'instant. Le feutrage commence. Viviane utilise de l'eau chaude et du savon de Marseille pour ouvrir les écailles de la laine et favoriser l'enlacement des fibres. Puis elle frotte activement son ouvrage. Par ce frottement, les fibres vont s'agripper entre elles, se faire des grands câlins, et petit à petit se rétracter. Et donc on va finalement figer ce grand câlin, et donc on va perdre en moyenne 20 à 30% de la dimension. Dans
Dans un second temps, Viviane va rouler son feutre, ce qui permet à la laine de se densifier. Un travail long et physique. J'ai un rapport vraiment extrêmement sensitif, sensuel à cette matière. Et cette matière-là, c'est une matière animale et c'est une matière qui vit et c'est une matière qui répond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de penser que c'est des fibres qui viennent d'un animal et que cet animal a vécu et que cette vie, elle se transmet aussi dans ces fibres-là. Puis Viviane tape son ouvrage. Ce geste impressionnant vient à nouveau densifier et contracter le feutre. C'est le point final de la création. Et voilà, on a un monde intérieur. C'est beau un monde intérieur. Monde intérieur, mais universel. Elle utilise la matière pour exprimer l'indescriptible. Si la jeune artiste commercialise ses œuvres, elle est régulièrement sollicitée par des salons et des centres d'art pour exposer son savoir-faire singulier. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!